Donc voilà ce qu'on va voir dans cette conférence aujourd'hui. Ça, Émilie l'a déjà fait, donc je ne vais pas me représenter. Et je vais vous expliquer surtout que Miguel Ruiz nous explique qu'on est tous dans un rêve. Vous êtes dans votre rêve, vous êtes dans votre rêve, vous êtes dans votre rêve. Moi, je suis dans mon rêve personnel. C'est quoi le rêve personnel? C'est que chacun est avec ses propres filtres. Pourquoi? Parce qu'on a tous eu une histoire différente. Parce qu'on a tous eu des événements de vie différents. On a tous connu des drames absolus, on a tous connu des grandes joies, etc., mais pas les mêmes. On a tous eu des parents, normalement, tout se passe bien, qui étaient tous très différents. Ils se sont comportés comme ci ou comme ça avec nous et qui ont généré des comportements chez nous. Donc ça va créer un univers virtuel de chacune des personnes. Et cet univers virtuel, il va créer des espèces de lunettes à travers lesquelles on voit le monde et qui vont déformer la réalité. Ça, c'est pas évident à se mettre en tête. Donc chacun voit le monde à travers son filtre et donc à travers ses propres accords. Ça, c'est pas évident à se figurer. Donc mon univers personnel, il est constitué de tous mes accords, de toutes mes croyances, de tout ce que je me suis mis en tête depuis que je suis tout petit. Mais chacun a son propre univers virtuel. Et ce que dit Miguel Ruiz, c'est qu'on a tous notre rêve individuel, qui est fait avec toutes ses règles, toutes ses croyances, etc., et qu'il y a un rêve de l'humanité aussi. C'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a un ensemble de choses qui s'appliquent à notre humanité, à notre époque d'aujourd'hui. Si on se reporte il y a 100 ans, ou si on change de continent, par exemple, ou si on change de civilisation, eh ben, on ne sera pas dans les mêmes règles. Ça ne fonctionnera pas pareil. Les croyances, eh ben, c'est tout simplement la résultante des accords qu'on a passés sans dire OK. Ça a créé des croyances chez nous. On verra ça ensuite. Et puis avec ces croyances, avec ces accords, eh ben, notre cerveau, il fait ce qu'il a à faire, il fait ce qu'il sait très bien faire, il va faire des généralisations et des raccourcis. C'est-à-dire que sans qu'on s'en rende compte, notre cerveau va extrapoler des situations qu'on vit, par exemple, et la prochaine fois que quelque chose pourrait se rapprocher, eh bien, on va plaquer ce qui s'est passé la dernière fois. La dernière fois que mon boss m'a mal parlé, j'avais pris mon pull rouge. Si je remets mon pull rouge, mon boss va forcément mal me parler. Aussi bête que ça. Le cerveau fonctionne exactement de cette manière-là. Et puis, comme je vous le disais, effectivement, Miguel Ruiz, il appelle ça un rêve personnel et on va essayer de comprendre comment on peut sortir de ce rêve personnel aujourd'hui. Et donc, on va rentrer dans ce premier accord qui est passionnant et j'y passe un peu de temps, vous allez le voir, sur la parole, parce que la parole, c'est vraiment aujourd'hui ce qui nous sert à communiquer. On est les seuls animaux aujourd'hui qui sommes dotés de parole. Ce qui est intéressant, c'est que la parole, elle est aujourd'hui à deux niveaux. C'est la parole que j'ai avec vous, par exemple, aujourd'hui, c'est-à-dire des sons qui sortent, donc une énergie qui va sortir de mes cordes vocales, etc., donc une énergie que je vais vous donner. Et la parole, elle fonctionne aussi là-dedans. Je ne sais pas pour vous comment ça se passe. Il y en a qui n'ont rien ici. Certaines personnes ne sont jamais dans les pensées. Levez la main. Personne, donc vous êtes tous dans les pensées. Comme nous tous, le cerveau fait ça très bien. C'est-à-dire que si on le laisse faire, il va être dans les pensées en permanence. Là, par exemple, pendant que je suis en train de parler, vous êtes tous en train de penser quelque chose. Ça peut concerner Monsieur Bricolage, ça peut concerner ce qui s'est passé à la maison, ça peut concerner ce que je suis en train de dire, ça peut concerner mon personnage ou toute autre chose. En tout cas, vous êtes en train de penser. On ne peut pas s'arrêter de penser. Enfin, on verra qu'on peut un petit peu, et en tout cas contrôler le flot des pensées. Alors, cette parole, ce que nous dit Miguel Ruiz, il nous dit parler avec intégrité, pardon. Ne dites que ce que vous pensez. On va nuancer. N'utilisez pas la parole contre vous, ni pour médire d'autrui. Donc ça, c'est vraiment le grand principe, c'est de se dire, il faut dire ce qu'on pense. Alors, il ne faut pas dire ce qu'on pense sous le coup de l'émotion, il faut dire ce qu'on pense vraiment au fond de soi. Qu'est-ce qui est la pensée qui nous va complètement? Quelle est la pensée à laquelle on a donné son accord? D'accord? Ah oui, j'aimerais qu'on prenne déjà conscience de quelques petites choses. C'est que, tout simplement, notre manière de penser, c'est-à-dire ce qu'on est en train de se mettre en boucle dans la tête. Ce matin, j'étais dans les embouteillages et il y en a un qui m'a klaxonné, il m'a traité de connard, etc.
Bon, ça m'a mis dans un état. Ça m'a peut-être mis dans un état un petit peu énervé. Et puis si j'ai attendu 1 heure dans les embouteillages, peut-être que j'étais vraiment dans tous mes états. Donc cette manière de penser, elle influe sur notre corps. Vous savez pourquoi ça influe sur notre corps? J'ai pas un oui, j'ai pas un non. Non, vous savez pas pourquoi? Parce qu'il y a une chimie qui se met en place. C'est-à-dire quand on commence à boucler sur du négatif, il y a une chimie dans le corps qui va libérer des choses comme le cortisol. Vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses? Ouais. Le cortisol à haute dose dans le corps, je ne sais pas si vous savez ce que ça fait. Ça peut créer des gros dommages. Donc en fait, avec les pensées, on va changer la chimie de notre corps. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des neuroscientifiques. Donc pour les plus sceptiques, on n'est plus dans du New Age, on est vraiment dans de la science. Quand on commence à boucler sur du négatif dans sa tête, on va faire des choses dans son corps. C'est-à-dire que plus on va générer du cortisol, de l'adrénaline et ce genre d'hormones, le corps il va aller de moins en moins bien. Moi, ça s'est porté sur le dos quand j'ai commencé à aller de moins en moins bien, avant de découvrir le dev perso. Et puis, ma manière de m'exprimer provoque des réactions visibles et invisibles, il n'y a pas la fin, chez mon interlocuteur. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont je vais m'exprimer, après mon embouteillage, j'arrive chez Monsieur Bricolage, je rencontre mes collègues, et puis ça me saoule, j'ai pas envie de dire bonjour à tout le monde. Donc il y a des collègues que j'aime bien, mais je leur passe devant. Donc ça va provoquer des réactions. Peut-être que je vais me faire engueuler par mon collègue, qui va me dire ah, tu m'as pas dit bonjour aujourd'hui, peut-être. Et du coup, peut-être que lui, ça va le mettre dans une émotion un petit peu particulière. Il va se dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et puis lui aussi, à l'intérieur, il va se passer des trucs. Ah d'habitude, elle m'aime bien. D'habitude, elle vient me voir, elle me dit un petit mot sympa, puis là, elle me fait la gueule. Qu'est-ce qui s'est passé? On pense toujours qu'il s'agit de nous. On pense toujours que le monde tourne autour de nous. C'est pas le cas. Donc ça, il faut sortir de ces pensées-là. La parole, c'est un pouvoir magique. Ça peut construire ou ça peut détruire. Il y a des enfants à qui on a dit qu'ils étaient nuls quand ils étaient petits. Ils ont passé leur vie à s'appliquer à devenir nuls. Moi, j'étais maladroit. J'étais le maladroit de ma famille. Je suis le dernier d'une famille de 5. J'ai 4 sœurs avant moi. Et j'étais le maladroit. Maladroit gaffeur. Donc, on m'a mis dans cette case-là. Donc, j'étais maladroit. Je m'appliquais tout simplement à être le bon maladroit et le bon gaffeur. Je cassais des portes de four, des portes de frigo, etc. Je vous en passe, j'étais maladroit. Et à 20 ans, je me suis rendu compte en habitant seul que j'étais pas si maladroit parce que j'avais mes propres affaires, que je m'étais payé moi-même et j'y faisais bizarrement très attention. Donc j'étais assez adroit finalement. Je faisais un petit peu attention à tout. Et donc je suis sorti de cet accord que j'avais donné à toute ma famille. Je leur avais dit ok, je suis maladroit. Vous avez ce genre de choses, vous? Vous êtes catalogué dans votre famille? Quand vous revenez au déjeuner de Noël, par exemple, est-ce que vous êtes dans votre petite case? Ça arrive, ça? Ouais, on a été mis dans une case par beaucoup de monde. On a été mis dans une case par notre famille, par nos amis, par notre conjoint. Et en tout cas, on a, même au boulot, hein. Au boulot, pendant 20 ans, j'ai été celui qui gueulait, celui qui était dans tous ses états, etc. J'étais quelqu'un de très en colère. J'étais quelqu'un qui avait besoin de l'exprimer avec sa voix. Et j'ai passé beaucoup de temps à crier et à être en colère sur les gens. Voilà. Donc effectivement, quand on est dans cette case-là, c'est pas évident d'en sortir. Je me suis fait virer 4 fois. Donc il a fallu un petit peu de temps pour me dire ah, il va falloir que je revoie peut-être mes accords. Peut-être que je suis pas juste cette personne en colère ou juste cette personne qui crie. Et ça m'a permis de me retrouver indépendant aujourd'hui, de comprendre qu'il y avait un truc avec la hiérarchie et puis du coup de faire quelque chose qui me convient mieux aujourd'hui. Mais c'est pas évident à mettre en place et ça prend du temps. J'ai 48 ans, donc ça a pris un petit peu de temps. Donc, oui, ça c'est important. 60 000 pensées par jour. Là-dedans, on a à peu près 60 000 pensées par jour. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des scientifiques qui disent qu'il y a 60 000 pensées environ par jour, entre 60 et 80 000 pensées par jour. Je vous laisse faire le calcul toutes les minutes. C'est-à-dire que là, quand vous m'écoutez, ça continue à tourner. Et tout ce que je vous dis va chercher des choses chez vous. Ah ben oui, quand j'ai fait ça, quand j'ai dit ça, quand j'étais dans cet état. Ça continue, ça mouline. 60 000 pensées par jour. Et le truc qui est un petit peu embêtant, c'est que dans ces 60 000 pensées, il n'y en a que 20% qui sont positives. C'est-à-dire que les 80% sont négatifs. Et je vous ai expliqué ce que faisaient les pensées négatives. Ça va agir au niveau du corps. Donc le job, ça va vraiment être de se dire
j'arrête ce fonctionnement. Alors, c'est un fonctionnement automatique du cerveau. Hein. Ça vient de notre. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le fonctionnement du cerveau. On a plusieurs cerveaux qui se sont développés. Et le premier, c'est le reptilien. C'est celui qui nous servait à nous sauver des grosses bébêtes qu'on pouvait avoir quand on était des hommes préhistoriques. On cherchait à sauver notre peau, tout simplement. Et pour sauver notre peau, il fallait se souvenir de tout ce qui était négatif. Quand j'ai mangé une baie qui pouvait tuer mon voisin, quand il y a un animal qui était plus agressif qu'un autre, etc. Il fallait retenir les expériences négatives pour pouvoir se sauver ensuite. Les expériences positives, elles sont sympas, mais elles ne servent pas à grand-chose par rapport à la vie. Donc, on a gardé ce fonctionnement-là et on doit toujours se sauver ou réfléchir, en tout cas, aux choses négatives ou rebondir sur des choses négatives qu'on a connues. Ce n'est pas pour être mieux, c'est juste pour rester en vie. Donc, ce fonctionnement-là, on peut se dire aujourd'hui, OK, il existe de toute manière dans mon cerveau et je ne peux pas faire grand-chose. Ce que je peux faire, c'est essayer de pousser les pensées négatives, essayer de les remplacer au maximum par des pensées positives. Vous connaissez la méthode Coué? Ouais, je vais bien, tout va bien. C'est New Age, c'est con comme la lune, mais ça fonctionne extrêmement bien. Coué, c'était un psychiatre dans les années 50, etc. Il a développé une méthode scientifique là-dessus. Ça marche réellement. C'est-à-dire que plus on va générer de la pensée positive dans son cerveau, plus derrière, on va générer quelque chose de positif pour son corps. Ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est le pouvoir magique du cerveau. Les mots ont un poids, tous les mots ont un poids et tous les mots ont un sens. Je le répète tout le temps à mes enfants, attention à ce que tu dis. Ça peut avoir un poids pour soi, parce que chacun, c'est intéressant quand on prend des mots, comme l'argent, comme la richesse, comme la liberté, chacun va avoir sa définition. Là, si on fait un petit tour de table sur ces concepts-là, chacun va avoir ses croyances et ses manières de penser là-dessus. D'accord? Donc les mots, ils ont tous un poids pour chacun et ils ont tous un sens pour chacun. Donc ce qui veut dire que quand on va lâcher des mots ou penser des mots, ça va aussi avoir des interactions avec les autres et avec notre propre corps. Les mots agissent sur la réalité. Alors ça, c'est pas évident à comprendre. C'est que ce qu'on va sortir par la parole ou ce qui va se passer là-haut, ça va agir sur notre réalité quotidienne. Ça va créer nos situations. Si je vois une situation de travail qui se déroule avec un chef qui arrive, qui est par exemple très énervé parce qu'on n'a pas fait les résultats du mois dernier, etc., nous, ça va agir clairement sur notre cerveau. Et ce qu'on va dire en réaction, on va mettre en place par rapport aux mots, eh bien, ça va agir sur la situation et ça va pouvoir modifier la situation. Pour vous donner une idée très rapide, quand on a décidé de marcher sur la Lune, c'était l'idée de, je crois, JFK, Kennedy, qui s'était dit, nous, on va être les premiers à aller marcher sur la Lune. C'était sa pensée et sa volonté. À l'époque, c'était impossible. Scientifiquement parlant, technologiquement parlant, c'était impossible. Et il a dit, je crois que c'était en 64, il a dit, en 69, on ira sur la Lune. Bien 5 ans plus tard, sa pensée est devenue réalité. Il a créé sa réalité. Et on fait tous pareil, tous les jours. Nos pensées, nos mots vont créer notre réalité. On va créer de la matière avec les mots. Comme je vous disais tout à l'heure, les mots, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qu'on envoie aux autres. Cette énergie, elle peut avoir un ton, elle peut avoir justement des mots particuliers, elle peut avoir une intensité pour certains. Si je me mets à crier, vous allez vous demander ce qui se passe, alors que si j'ai une voix plus calme, vous trouverez que c'est assez normal pour une conférence. Donc ça va agir sur vous. Si je me mets à pousser un hurlement pendant ma conférence, qu'est-ce qui se passe? Et ça va générer des choses chez vous. On est d'accord? La parole positive est créatrice et la parole négative, elle atteint 2 fois. Je reprends l'exemple de mon connard sur la route tout à l'heure, si ça vous va. Je suis désolé d'être vulgaire. Eh bien, quand on traite la personne de connard, on est énervé. On est d'accord. Donc ça nous a changé déjà notre propre chimie. Ça va énerver l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que quand on envoie quelque chose à quelqu'un, c'est un boomerang. Un mot, des paroles, ce n'est pas des flèches qu'on va envoyer aux autres, c'est des boomerangs. Ils nous reviennent toujours dans la tête. C'est-à-dire qu'on va faire du mal à l'autre en lui disant « t'es un connard », mais on va aussi se faire du mal à soi parce qu'on va générer les mêmes hormones, le cortisol, l'adrénaline, etc. pour soi. Juste en prendre conscience, se dire que tous les mots sont des boomerangs.
Alors ça, c'est intéressant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le cerveau, aujourd'hui, avec le reptilien, il est fichu de manière à ce que toutes les expériences, je peux peut-être le mettre en gros, ouais. Toutes les expériences négatives s'accrochent comme du velcro. Vous savez ce que c'est le velcro, c'est les scratchs. Les expériences négatives, elles s'accrochent à notre cerveau. Je vous ai dit pourquoi, c'est parce qu'on a toujours cet instinct de survie. Et les expériences positives, eh ben, ça fait comme le téflon, vous savez, au fond des poêles que vous connaissez, ça glisse. Les expériences positives, ça glisse. C'est-à-dire que pour soi, on n'est pas forcément capable de se dire « Ah ben moi, mes grands succès dans ma vie, ça a été ça et ça ». Non, on va plutôt voir ce qui s'est mal passé. Et si je vous demande de me raconter une semaine, vous allez plutôt me raconter les trucs qui ont été compliqués que les trucs qui ont été plutôt positifs. Il y a des bêtises ou pas? Non. Parce qu'on ne va pas voir nos succès, parce qu'on ne va pas avoir nos petits instants sympas où j'ai eu la tête au soleil, où j'ai joué avec mon gamin, etc. Ce n'est pas ceux-là qui vont venir. C'est ce qui s'est passé mal. Parce qu'on a envie on a cet instinct de survie. Donc on ne peut pas faire autrement. Donc ce que propose Miguel Ruiz, finalement, c'est d'inverser les deux phénomènes et de faire en sorte que les événements positifs se scratchent comme du velcro et que les événements négatifs, on puisse arriver plus facilement à les évacuer. Ce n'est pas évident parce que là, on est en train de lutter contre le fonctionnement standard de notre cerveau. La parole intérieure, c'est ce que Miguel Ruiz appelle la mitote. Donc la mitote, c'est vraiment tout l'ensemble de ce qu'on s'est mis en place avec tous ces accords sur lesquels on n'a pas été OK. D'accord? Et la mitote, c'est ce qui tourne en permanence sans qu'on ait beaucoup de la main dessus, finalement, sans qu'on puisse vraiment agir dessus. Et donc, lui nous dit, Miguel Ruiz, il nous dit, on peut prendre la main sur la mitote. On peut reprendre la main sur nos pensées. Certains savent déjà prendre la main sur leurs pensées, essayer de diriger un peu leurs pensées. Essaye, j'ai dit essaye. Est-ce que certains essayent dans la salle? Moi, j'essaye. Il y en a 2, 3, vraiment 2, 3 qui essayent. On va voir comment on peut essayer ça. Et je check l'heure, il est 30, parfait. La parole exprimée, donc on a parlé de la parole intérieure. Donc la parole intérieure, faites-y vraiment attention. C'est vraiment ça qui va pouvoir modifier votre manière d'être, parce qu'elle va modifier votre chimie intérieure notamment. La parole exprimée, dans l'idée de Miguel Ruiz, évidemment, il faut être vrai, il faut être sincère. On n'est pas sincère quand on est sous le coup d'une émotion. Parce qu'on va dire des choses que peut-être on regrette. Ça m'est arrivé plein de fois, je vous ai dit, je gueulais beaucoup, j'étais très dans la colère, ça m'est arrivé plein de fois. Une fois que ça c'est fini, on balance tous les mots qu'on a envie de balancer à ce moment-là et après on se dit, c'est pas exactement ça que je voulais dire. Ça vous est arrivé? Ça vous est un peu arrivé? Ça vous est arrivé récemment? Ça arrive souvent. On ne contrôle pas finalement tous les mots qui sortent de notre bouche. La parole exprimée, il faut être vraiment vrai et sincère. C'est-à-dire que si on est dans un coup d'émotion, on prend du recul. On prend une minute et on voit si c'est vraiment, reprenons l'exemple, si c'est vraiment connard qu'on avait envie de dire. Ou plutôt, je me suis senti comme ça dans cette situation-là et j'aurais préféré que tu agisses comme ça ou j'aurais préféré voir ça en face de moi. Alors, ne pas essayer de tromper ou de manipuler, ça fait partie des grands préceptes de Miguel Ruiz. Quand on va parler à quelqu'un, alors on va être vrai et sincère avec soi-même et on va essayer de faire en sorte de ne pas manipuler les gens. Toute parole qui va être manipulatoire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ne va pas être une parole impeccable, évidemment. Puisque la parole impeccable, elle va respecter l'autre autant qu'on se respecte soi. Pas de blabla. Alors moi, j'avais tendance à enrober les choses, à mettre plein de papiers cadeaux, à parler beaucoup pour essayer d'enrober, etc. Surtout au travail, parce que j'avais l'impression qu'il fallait avoir une posture particulière dans le travail, avec mes clients. Émilie l'a dit tout à l'heure, j'étais commercial, donc je pensais qu'il fallait vraiment être comme les accords que j'avais entendus. Il fallait se comporter de telle manière au travail, qu'il fallait avoir telle tenue, qu'il fallait dire tel genre de mots. Et puis finalement, c'était du blabla, c'était pas vraiment ce que moi je sentais vraiment, quoi.
Donc l'objet, c'est d'être toujours concret. C'est quoi être concret? C'est parler de réalité, parler de faits. Et être efficace dans sa parole, c'est-à-dire que c'est pas faire des longues phrases, etc. C'est pas du tout ça l'objectif. C'est d'essayer d'aller au but. Et plus on va au but et plus on est factuel, plus on sera dans quelque chose d'impeccable. Parce que quand on rapporte quelque chose qui s'est passé au travail à un collègue, on n'est pas forcément factuel. Et où on y met son émotion, on y met tous les accords qu'on avait en soi. Comment on fait quand on raconte ça à un collègue? Ouais, c'est ça. Hein. On parle beaucoup de ses émotions finalement quand on fait ça. Et ne dénigrer personne. Alors que ce soit... Alors je sais que la pause café au travail est vraiment parfaite pour ça en général. Pour aller parler de son collègue qui n'a pas fait son boulot, qui arrive toujours en retard, qui de toute manière, c'est le tir au flanc, etc. On ne va pas dénigrer ses collègues. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ça va nous faire boucler sur des trucs négatifs. Même pas si on ne le fait pas pour l'autre, faisons-le pour nous. Parce qu'on va boucler sur des choses négatives, etc. Et c'est juste pour faire attention à son corps finalement. Et faire attention à soi. Donc ne dénigrez personne. Ouais, lui, il est toujours en retard. De toute façon, il m'énerve, il ne bosse pas assez bien. On peut lui répondre, oui, la semaine dernière, je me suis rendu compte que Eric, il était en retard à l'heure à ma réunion pour le coup, et puis qu'il m'a emmené à un rapport qui tenait la route. On peut contrebalancer ce qu'on entend aussi. C'est-à-dire qu'on peut se mettre des boucliers pour ne pas recevoir les flèches des autres. C'est pas simple. Donc on ne dénigre personne, surtout en public. Ça, c'est le pire. J'ai eu des chefs qui étaient formidables pour ça. Ils dénigraient déjà en individuel, alors quand il y avait du public, on se lâchait. C'était encore mieux parce qu'il y avait du public. Donc lui, il se faisait du bien avec ça. Surtout dénigrer personne en public, ça va encore plus générer des états qui ne vont pas vous faire du bien à l'intérieur. Alors, comment faire pour avoir cette parole impeccable? Il faut sortir de ses croyances. Pas évident du tout, du tout, du tout. Donc, ce que je voudrais vous demander, c'est réfléchir une petite seconde. Prenez votre téléphone, on va se laisser 1 minute ou 2, ou un petit papier. J'ai des post-it pour ceux qui voudraient écrire. Et de se demander quels sont les programmes ou les accords que j'ai intégrés depuis que je suis tout petit. On va essayer de se mettre en tête 1 ou 2 phrases de choses que m'a toujours dit ma famille, que m'ont toujours dit mes amis, que me dit toujours mon conjoint, ma conjointe, que me disent tous mes employeurs ou mes collègues. C'est quoi ce truc qui revient tout le temps là, dans lequel on m'a catalogué? Alors moi, dans un de mes derniers boulots, j'ai terminé d'être commercial en 2020. Une collègue m'a dit, toi, tu es vraiment le poil à gratter de l'équipe. Je suis le poil à gratter de l'équipe. Ce qu'elle voulait dire par là, c'était que c'était celui qui allait toujours au créneau pour gueuler, pour défendre nos droits, etc. Oui, je faisais ça de temps en temps, mais je ne faisais pas que ça. Donc me cataloguer là-dedans, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc réfléchissez, mettez-le sur votre téléphone, ça peut être utile, se dire, sur moi, on dit toujours que. Vous avez ça en tête? Sortez de cette croyance-là. C'est pas vous. C'est pas vous qui avez décidé d'être ça. C'est quoi votre exemple? Ah, c'est intéressant parce que j'ai eu exactement cet exemple-là dans une journée que j'ai faite. Ça peut être une injonction. C'est-à-dire que le jour où j'ai pas bien dormi, mon gamin m'a saoulé depuis hier, etc., ou au travail, ça se passe pas très bien, je suis souriante quand même. Et comme je suis la fille souriante, si je suis pas souriante, il va se passer des choses. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu fais la gueule? Non, je suis juste pas souriante. C'est une injonction. Je suis souriante. Alors, ça peut être positif, parce que c'est très chouette d'être souriant, et soi-même, ça peut nous donner du positif, mais ça peut être très négatif, les jours où on est un petit peu moins bien, etc., on reste quand même la fille souriante. Alors, ce qui est bien, c'est que le cerveau y croit. Quand on fait ça, le cerveau, il croit rien qu'en activant les zygomatiques qu'on est en train de sourire et que du coup, il y a quelque chose qui se passe de positif.
C'est intéressant, souriez. Si vous avez envie de faire la gueule, faites semblant de sourire. Ça va vous faire du bien à l'intérieur, clairement. Et puis, à l'intérieur de nous, on a plusieurs personnages. C'est ce que nous dit Miguel Ruiz. On a le juge et on a la victime. Alors, dans ce qui s'appelle le triangle de Karpman, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler, il y a un troisième personnage. Mais restons sur le juge et la victime. Je ne sais pas si vous avez des pensées jugeantes sur vous-même. Ça vous arrive? Non, jamais? À personne? Moi, dès que je m'arrête de bosser, je me dis, je suis désolé, je dis des mots pas très jolis aujourd'hui. Dès que j'arrête de bosser, je me dis, je suis un branleur. À chaque fois. Ça revient, ça revient, ça revient. Et sauf que quand je me mets à bosser, je vais bosser à 200%. Ce que je disais tout à l'heure à Émilie, que mes slides, j'arrive pas à faire juste le nombre de slides, je suis obligé d'en faire le double. Ça me conforte. Voilà. Maintenant, je l'ai pris comme un acquis, je fais plus de slides, etc. Et je ne suis pas ce que je pense de moi. Je ne suis pas un branleur, en fait. Mais sauf qu'on a des pensées comme ça qui sont récurrentes. On a des juges internes. Et puis, on a aussi des victimes internes. C'est toujours de la faute des autres. Moi, je me suis fait virer 4 fois, c'était toujours de la faute de mon manager. C'était un con. Ah non, c'était de ma faute à moi. Si je me suis fait virer, c'est parce que j'ai créé des situations qui ont fait que je me suis fait virer, parce que je n'étais pas bien dans cet environnement-là. Je passais entre 3 et 6 ans dans une boîte. Je ne sais pas si c'était de la lassitude, etc., ou c'était tout simplement le fait d'être salarié qui ne me convenait pas. Ça ne se passait pas bien, mais c'était moi qui gérais ces situations et qui les générais. J'étais la victime de personne. Peut-être de boss un petit peu manipulateur, etc., mais on peut s'en sortir. Si on le décide, on peut s'en sortir. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que ce juge et que cette victime, ils sont là tout le temps avec nous. Vous savez, le petit ange et le petit diable, là, c'est un peu ça. Et dans le triangle de Karpman, on a aussi le bourreau. Vous verrez peut-être que vous avez votre bourreau intérieur. Enfin, moi, il y a plein de voix comme ça, je ne sais pas si je suis le seul à avoir ça, qui fonctionnent à l'intérieur. Alors maintenant, je fais des discussions entre parties. C'est intéressant. Oui, vraiment. J'ai le gars qui est en colère qui est encore là, j'ai le gars qui est très cool qui est là aussi, j'ai le branleur qui est là, j'ai le gros bosseur. Je parle à tout le monde. C'est-à-dire quand je dois prendre des décisions, c'est bien, ça vous fait rire. Je m'entretiens avec tout le monde, je mets tout le monde autour d'une table et on voit qu'est-ce que chacun a à dire, on accueille. Et tout est OK. Mais on se dit, dans tous ces avis-là, puisque finalement on est plusieurs, dans tous ces avis-là, c'est lequel que je sens mieux, c'est lequel qui me va le mieux maintenant. Voilà. Mais des fois, je peux dire OK à celui qui est en colère, ou je peux dire OK à celui qui est très cool, ou je peux dire OK à celui qui a envie de rien faire. Mais en conscience. Pas évident. Discuter avec soi-même. Donc le juge et le bourreau, je vais vous demander, le juge et la victime plus précisément, est-ce que vous avez des jugements sur vous-même qui sont récurrents? Je ne suis pas assez. Je suis trop. Vous pouvez le noter. Ça peut faire du bien de l'écrire parce qu'on le formalise d'une certaine manière et ça va permettre de commencer à sortir ça de notre cerveau. Donc faites cet exercice-là. Quelles sont ces pensées victimisantes et quelles sont ces pensées jugeantes sur moi? Une fois qu'on les a conscientisées, on peut commencer à les dépasser. Mais il faut faire le boulot. Comme je vous disais au tout début, si après cette conférence, vous dites « Ah ouais, c'était sympa » ou « C'était carrément nul », s'il ne se passe rien après, ou si vous n'avez pas envie de mettre en place, il ne se passera vraiment rien. Moi, j'ai lu le bouquin en 98 ou 99. Il ne m'a pas parlé jusqu'en 2015. Il ne s'est rien passé dans ma vie entre 99 et 2015. Enfin, rien passé. Si, il s'est passé plein de choses, mais pas forcément celles que j'aurais imaginées. En tout cas, pas celles que j'aurais voulu avoir dans ma vie. Je vous propose 2 choses que vous verrez dans le petit book que je vais vous laisser à la fin. Alors, 2 outils finalement pour essayer d'avoir un tout petit peu plus que 20% de pensées positives. Donc, ces 2 outils, c'est tout simplement calmer la petite voix intérieure. Vous savez comment vous faites pour calmer la petite voix intérieure?
Pardon? Pardon? On s'occupe, on écoute de la musique, donc on met d'autres choses dans son cerveau. On essaye de le distraire. Ok, ça peut être bien. Quelqu'un a un autre truc pour calmer un petit peu cette petite voix qui va dans tous les sens, qui juge, qui victimise, etc. Respiration, c'est pas mal. Vous connaissez la respiration abdominale? Ouais. Une respiration qui permet de vraiment oxygéner son cerveau. Et encore une fois, ça va avoir, je suis pas neuroscientifique ni prof de SVT, je ne vais pas vous le faire aujourd'hui. Et quand on oxygène mieux son cerveau, globalement, on a un calme qui se met en place. On le verra tout à l'heure avec une technique que vous connaissez peut-être, de respiration qui va permettre de retrouver du calme pendant 5 heures. Ça peut être intéressant. Et puis, il y a les 3 gratitudes. Est-ce que tous les matins et tous les soirs, vous vous dites oh, « ça c'est génial dans ma vie, ça j'ai adoré ». Et puis chaque soir, vous dites « ah, j'ai eu 3 trucs là qui étaient formidables aujourd'hui ». Il y a Manu là qui m'a serré la main, on a discuté, c'était super sympa. J'ai passé un moment avec mon gamin, 5 minutes, mais on a joué au foot, c'était top. Il y a eu un petit papillon au-dessus des fleurs, j'ai trouvé ça super joli. On fait ça le soir? Tous les soirs? Le faire le matin et le faire le soir, ça va permettre déjà de conditionner son cerveau à se dire « je vais aller chercher, je vais aller repérer les choses positives ». On l'entraîne. Il faut l'entraîner, ce cerveau. Comme un athlète. Il faut l'entraîner à aller chercher tout le positif dans la vie. Et quand on le fait le matin, en se disant « alors qu'est-ce que j'aime dans ma vie ?» On peut aimer juste sa maison, le sport qu'on fait, mon job chez Monsieur Bricolage, parce qu'on est très épanoui. Mais il faut se le dire tous les matins. Ou si on n'aime pas tout dans son job, se dire qu'est-ce que j'aime dans mon job. Et là, on va partir sur des choses positives. Et le soir, on fait la même chose. Ça peut être juste quelques petits instants dans la journée, mais juste le fait d'avoir généré des... Parce que je ne sais pas le soir si vous partez sur des trucs négatifs qui peuvent vous empêcher de dormir. Ça arrive à certains. De boucler un petit peu sur du négatif le soir. Juste avant de s'endormir, c'est parfait en général. de boucler sur le négatif, ça marche toujours très bien. Donc ce petit exercice que je vous ai proposé dans le workbook vraiment permet de pousser un peu les murs du cerveau et de se dire ben, les 20%, moi je veux plus que ce soit 20%, je veux que ce soit 30% de pensée positive. C'est mon objectif. J'ai été poussé aux objectifs commerciaux pendant 20 ans, donc je me booste toujours comme ça. Mon objectif, c'est 30% de pensée positive, plus 20. 20, c'est ce qui est en standard dans n'importe quel cerveau. Moi, je veux plus. C'est une volonté, hein. Mais par contre, il faut mettre quelque chose en place. Ça, c'est ce que vous allez avoir à la fin. Il y a beaucoup trop de zoom dans cette présentation. Je m'étais dit 45 minutes pour la parole, je suis à 48. Je m'épate moi-même. Et je me gratifie, ce que je ne faisais pas avant. Je me dis bravo mon gars. Non, non, mais vraiment. Je le fais maintenant. Merci. Bah, c'est ce qui se passe dans ma tête. Ah, je me dis, putain, je pensais vraiment pas faire 45 minutes, c'est bien, bravo. Ben, on se félicite. Est-ce que vous vous félicitez souvent? Moi, ça m'arrive souvent maintenant. Qui se félicite un petit peu? Ok. Un petit peu? Bon. Il faut le faire beaucoup. Il y a beaucoup de trucs pour lesquels vous pouvez vous féliciter, hein. La manière dont vous bossez toute la journée chez Monsieur Bricolage, la manière dont vous êtes super rigoureux, la manière dont vous élevez vos enfants, que peut-être vous trouvez, vous trouvez très très bien parce que vos enfants sont épanouis, la manière dont vous gérez votre relation de couple, ou votre célibat peut-être. En tout cas, il y a plein de choses sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer pour se donner du positif, quoi. Moi, maintenant, je me regarde dans la glace et vraiment, je m'aime. Non, non, mais c'est... je le dis comme ça, je dis je m'aime simplement parce que vraiment, j'ai passé des années à être le pire des pas gentilles personnes avec moi-même. J'avais connu des personnes pas gentilles dans ma vie, mais moi, j'ai été le pire avec moi. J'ai été le pire juge et la pire victime avec moi-même. Et c'est ce qui nous fait du mal à l'intérieur. Clairement, quand on commence à retrouver de l'estime, et ça passe par des mots qu'on va se donner dans sa tête,
et en se parlant. Alors ça paraît comme ça un peu chelou de se parler à soi-même. Je me parle à mes parties, etc. Je ne suis pas schizophrène, je n'ai pas été diagnostiqué en tout cas. Mais vraiment de se parler à toutes ces parties, parler à celles qu'on ne veut plus avoir. Je suis fumeur, c'est vrai. Depuis trop d'années, je me battais là-dessus. Donc maintenant, j'essaie d'être plus sympa et plus calme avec le fumeur. Et je lui dis, bon, ben, c'est OK, mais peut-être que tu peux fumer que le soir. J'essaie d'être gentil avec lui. J'essaie d'être aussi gentil que si j'étais mon meilleur pote ou si j'étais mon propre fils. Vous êtes gentil avec vos enfants, vous essayez. C'est pas tous les jours facile. Moi, j'essaie d'être aussi gentil avec moi, voire plus que n'importe qui n'a jamais été avec moi. C'est pas évident, parce qu'on se juge. On a tellement été jugé dans notre vie par tout un tas d'interlocuteurs qu'on l'a pris vraiment de manière personnelle. On va voir comment on peut faire pour sortir de ça. Je me fais mes propres transitions, je suis fabuleux. Quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas en faire une affaire personnelle. Il n'y a pas grand-chose qui nous concerne, hein, directement. C'est-à-dire que quand quelqu'un va me traiter de connard sur la route, est-ce que ça va vraiment me concerner? Est-ce que c'est vraiment moi qui traite de connard? Est-ce que c'est Michael Oberkugler qui se fait traiter de connard? Non, c'est un mec dans une voiture qui lui a coupé la route. Ou qui n'a pas mis son clignotant, ou qui n'a pas fait ce qu'il aurait eu envie qu'on fasse. Ça se passe pour tout. Mais ça ne concerne que lui. On est toujours le con de quelqu'un. Hein. D'accord avec ça? On trouve toujours un con et on est toujours le con de quelqu'un. Donc finalement, ça ne concerne que nous quand on trouve des cons et ça ne concerne que les autres quand ils nous trouvent cons à nous. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas notre affaire personnelle. On va voir comment. Si vous avez un petit téléphone, je vous incite à prendre ce petit code barre si vous voulez. Je vous ai dit, j'ai fait trop de zoom dans cette présentation. Ce petit code barre, il vous aidera à aller voir ce petit conte que j'aime beaucoup, qui s'appelle le conte du samouraï insulté. Je vais me pousser du coup de l'écran, je vais sortir du champ. Vous le voyez bien? Il fonctionne ou il ne fonctionne pas? Ça fonctionne, super. Alors, je vous laisserai le lire plus tard parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de faire ça. Le conte du samouraï insulté, il nous dit une chose, c'est que c'est en gros un vieux samouraï qui s'est fait, qui voulait se faire un combat avec un très jeune samouraï qui était très fort, qui avait gagné tous ses combats. Et ce vieux sage samouraï, quand le jeune est arrivé, qu'il lui a jeté des pierres, qu'il a essayé de l'insulter, etc., ben, il n'a pas bougé. Donc il aurait été capable, hein, il était très reconnu, et il a plein de techniques qui étaient bien meilleures que beaucoup de jeunes, mais devant ses propres élèves, il n'a pas bougé. Ses élèves, ils étaient un petit peu déçus, ils disaient bah, vous auriez pu le battre, vous auriez pu au moins vous défendre, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce que fait le vieux samouraï, c'est qu'il demande à son élève, que fais-tu d'un cadeau que tu n'acceptes pas? À qui il appartient? Vous offre quelque chose, à qui appartient le cadeau quand vous dites non, j'en veux pas? Pardon? C'est exactement ça. Et ce que dit le vieux sage, c'est que ça vaut pour les insultes, les paroles dénigrantes, etc. Quand on n'accepte pas le cadeau, elles appartiennent toujours à la personne. Encore une fois, l'image de la flèche, c'est pas une flèche, c'est un boomerang. Donc la personne, quand elle veut nous envoyer son boomerang, si on dit ça m'appartient pas, il va juste se le reprendre dans la tête et il ne sera pas passé par nous. Ça peut être intéressant. Donc moi, le samouraï insulté, c'est vraiment mon modèle. C'est-à-dire que quand on me parle, j'essaie toujours d'avoir en conscience que la personne qui est en train de me parler, elle a sa propre mitote, elle a ses propres croyances, etc. Et tout ce qu'elle va me dire, en tout cas sur moi, ça ne concernera qu'elle. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qu'on peut répondre à quelqu'un, que quand il nous traite par exemple de connard, pour reprendre cet exemple, on peut lui répondre, tu es certainement en train de parler de toi. Parce qu'elle est en train de parler d'elle, parce qu'elle est en train de parler de tous ces filtres qui font que ces filtres à elle, un connard, c'est une personne qui se comporte de cette manière-là. Mais ça ne concerne qu'elle, ça ne concerne que ses croyances à elle. C'est pas évident de se sortir de ça. C'est pas évident quand c'est des personnes auxquelles on tient.
Alors son boss, son manager chez Monsieur Bricolage, je ne sais pas si on y tient, peut-être. Et c'est plus difficile quand on reçoit ce genre de paroles d'un conjoint, une personne de sa famille. C'est plus dur de se détacher. Mais ça vaut encore plus avec des personnes auxquelles on tient, ou qui tiennent à nous. Elles sont en train de nous parler, notre conjoint, quand on est en train de s'engueuler avec notre conjoint, et il parle que de lui. Il parle de ses croyances, il parle de ce qu'il a dans la tête. Et c'est pas évident de se détacher de ça. Donc pour se détacher de ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir se détacher grâce notamment à la respiration, effectivement. Et cette technique, vous la connaissez, la cohérence cardiaque? On a une grosse dizaine de personnes qui connaissent la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est tout simplement de se dire qu'on a deux systèmes dans le corps qui s'appellent le système sympathique et le système parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui va nous mettre dans l'énergie. Et le système parasympathique, c'est celui qui va nous mettre dans la relaxe et dans le calme. D'accord? Donc l'objectif de la cohérence cardiaque, c'est d'essayer d'équilibrer ces deux systèmes. C'est de trouver ce qu'on appelle l'homéostasie. Le corps, il cherche toujours l'homéostasie, c'est-à-dire il cherche toujours à rééquilibrer les systèmes. La cohérence cardiaque, elle va servir à ça, c'est-à-dire reprendre le contrôle sur les battements de son cœur qui vont générer une fréquence, etc., et qui vont générer tout un tas de systèmes dans notre corps. Donc la cohérence cardiaque, elle est super puissante parce qu'en 5 minutes de cohérence cardiaque, 5 minutes, c'est vraiment très très dur à trouver dans une journée. Hein. C'est dur? Ah oui, parce qu'on regarde nos réseaux sociaux, on regarde Netflix, etc., on y passe beaucoup moins de 5 minutes. Combien de temps sur les réseaux sociaux par jour? Plus de 5 minutes? Ouais, largement. Ok, donc reprenons ce temps sur les réseaux sociaux qui nous servent à quoi? Au niveau de notre intérieur, ils nous servent à quoi ces réseaux sociaux? À nous comparer, à regarder des trucs négatifs, à regarder ce que font les autres, à regarder comment ils le font. C'est vraiment intéressant pour notre être profond, ça, tout ça dans les réseaux sociaux, que font les autres. C'est un intérêt pour nous. Moi, je vois quand ma fille, elle sort d'une session d'1 heure de réseaux sociaux, elle commence à regarder son corps comme quelque chose qui ne va pas bien, ou elle commence à se dire « Ah, ben moi, je ne suis pas comme elle, comment ça se fait, etc. » Et on oublie très vite qu'il y a des filtres, etc., etc. Les gens, ils donnent finalement le meilleur d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Ils disent « Ah, ben moi, je ne vais pas bien, etc. » Ils disent qu'ils ont une vie formidable quand même, les gens sur les réseaux sociaux, on est d'accord? Plutôt. Donc, reprendre ces 5 minutes-là pour se dire « Eh bien, moi, je vais faire attention à mon intérieur. » Et c'est surtout qu'en 5 minutes, je vais réussir à réguler mon système cardiaque et tout mon système interne, la régulation de mes deux systèmes nerveux, donc le para et le sympathique. Cette régulation-là, elle se fait pendant 5 heures. C'est-à-dire qu'on va avoir une régulation entre le trop d'énergie, on va être dans une pêche monumentale comme si on avait pris 15 Red Bull quand j'arrive au boulot chez Monsieur Bricolage, ça va être difficile si j'ai trop d'énergie. Ça va être aussi difficile si je suis un petit peu mou sur mon siège, que j'ai envie de rien faire. Mon boss va peut-être un petit peu se dire qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc c'est vraiment le truc de se dire rééquilibrer les deux et être entre l'énergie et le relax. D'accord? Ça vous dit qu'on essaye? Non? Ah, j'ai entendu non. Donc la cohérence cardiaque, c'est très simple, je vais vous l'expliquer en 2 minutes. Ah oui, je vais vous dire aussi tous les avantages que ça a, parce que ça va peut-être vous donner envie. Ça fait baisser le cortisol, donc forcément, ça fait baisser le stress d'une manière... Hop là. Ça fait baisser le stress tout de suite. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que ça fait augmenter le taux de DHEA dans le sang. Donc, ça va lisser un petit peu nos rides. Moi, ça commence à être utile. Ça va augmenter les défenses immunitaires. Je vous laisserai regarder sur Internet tous les bénéfices que ça a, parce qu'il y en a plein d'autres. Ça fait baisser l'hypertension artérielle, pour ceux qui sont un petit peu plus cardiaques, voire tendus. Ça augmente de manière significative la mémoire, l'apprentissage et la concentration. C'est-à-dire que pendant 5 heures, on va être encore plus en capacité de mémoriser et on va être encore plus concentré. Et puis clairement, ça fait diminuer tout ce qui est effet dépressif et les angoisses. Donc les angoisses, c'est quoi? C'est notre méthode qui repart en boucle. Donc le principe de la cohérence cardiaque,
c'est de faire baisser un petit peu cette mitote, de faire baisser un petit peu cet effet des pensées, et puis d'aller nous garantir un calme pendant plusieurs heures. Ce qui est recommandé, c'est 3 fois par jour, 5 minutes. Hyper dur à trouver, ça fait quand même déjà un quart d'heure. Déjà 5 minutes tout à l'heure, c'était dur. 3 fois par jour, c'est-à-dire j'en fais un petit peu le matin, 5 minutes. Très difficile à trouver dans l'organisation quand on est à la bourre. Entre midi et 2, après mon boulot, après ma pause déj. Et le soir, pour ceux qui ont du mal à s'endormir. Qui a du mal à s'endormir? Moi, ça m'arrive. Ouais, une petite moitié d'assemblée qui a du mal à s'endormir. Donc, plutôt que de partir sur le programme de la journée de demain, sur ce qui s'est passé aujourd'hui que j'aurais pu mieux faire, faites de la cohérence cardiaque, je vous garantis, normalement, ça va vous aider. Ça vous a convaincu Bon, on va pouvoir le faire là. Ça, c'est l'explication entre le système sympathique qui crée de la réactivité, cortisol, adrénaline, et le système para qui crée la détente avec notamment l'hormone ocytocine. Vous connaissez l'ocytocine? L'hormone vraiment du calme, c'est ce que génèrent les mamans quand elles sont en train d'accoucher. C'est aussi l'hormone de l'attachement et l'hormone de l'empathie, l'ocytocine. Ça va être intéressant d'avoir ça dans le sang quand on est au travail. 3-6-5, c'est la méthode, 365, 3 fois par jour. Ça fait 6 respirations par minute. On va respirer pendant 10 secondes, c'est-à-dire qu'on va inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes. C'est complexe comme... ça va aller, on va s'en sortir. Mais vous allez voir que 5 secondes en inspire et 5 secondes en expire, c'est long. On y va? On va s'y mettre? Donc on va se prendre une petite minute. J'ai mon chrono qui est là. Je vais vous demander de mettre les pieds au sol, les mains sur les jambes si ça vous convient. Ceux qui veulent fermer les yeux, ça permet de rentrer un peu à l'intérieur, qui peut être assez agréable. Si vous ne voulez pas fermer les yeux, je vous conseille de regarder vers le sol. Ça pose un peu plus le cerveau que regarder en face de soi. Et puis, je viens de vous l'expliquer. C'est très simple. On ne va pas le faire 5 minutes. Je vous laisserai le faire à la pause, à la fin de la pause déj ou ce soir. On va le faire une petite minute, c'est-à-dire qu'on va faire 6 respirations de 10 secondes. On va arriver à 60 secondes. Ça vous va comme ça? Allez, c'est assez simple. On se pose tranquillement. On prend juste conscience de sa position et de sa posture. On peut prendre aussi conscience du poids des pieds sur le sol, des jambes sur la chaise, du dos sur le dossier de la chaise. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se mettre à respirer un peu plus tranquillement, c'est-à-dire qu'on va commencer à compter dans sa tête. On inspire, on compte jusqu'à 5. C'est parti. En 5 secondes, on inspire. Et ensuite, on relâche jusqu'à 5 secondes, jusqu'au bout des 5 secondes. Et on va faire ça tout simplement à 6 reprises. Nos 5 respirations pour revenir en ouvrant les yeux. Tout le monde a compté dans sa tête? Ok. Vous avez eu beaucoup de pensées pendant que vous comptiez? Pas trop? Ce qui est intéressant, c'est que le cerveau est monotache. Il n'est pas capable de compter et de penser à ce qui s'est passé dans la journée. Donc ça, c'est assez intéressant déjà, ça nous fait un focus. Ça fait un focus pour le cerveau et ça lui évite de commencer à boucler sur des choses négatives ou toute autre chose qui n'aurait rien à voir. Et là, ce que vous avez acquis, c'est une petite cohérence cardiaque d'1 minute. Ça, vous pouvez le faire tout le temps. Vous pouvez même le faire à votre bureau, vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux. Ça ne se voit même pas, vous êtes juste en train de respirer. Les gens, ils ne font pas attention quand vous êtes en train de respirer. Par contre, compter 5 secondes dans sa tête pendant qu'on est sur son bureau, c'est possible.
Mon chef vient de me parler de manière un peu véhémente. Ça n'arrive jamais chez Monsieur Bricolage, j'imagine? Non. Prenons d'autres exemples alors. J'ai reçu un mail d'un collègue un petit peu piquant. Je vais y répondre tout de suite, dans l'instant. Comme ça, je vais lui dire exactement les mots que j'ai envie de lui dire. Alors, je vais faire une petite cohérence cardiaque pendant 1 minute. Peut-être que je peux écrire ce que je ressens tout de suite. Je l'écris, mais je n'envoie pas mon mail. Surtout. Et quand j'ai terminé ma cohérence cardiaque, ou quand je suis plus calme, je regarde mon mail et peut-être que je vais en réécrire certaines parties. Dire, bah non, ce mot-là, je ne peux pas lui dire. C'était vraiment sous le coup de l'émotion et ça ne va pas emmener grand-chose à l'échange ou à l'interaction. La cohérence cardiaque sur 1 minute, c'est hyper efficace pour le calme, tout de suite. Et sur 5 minutes, vous allez acquérir 4 à 5 heures de calme dans votre tête et aussi dans votre corps. Parce que quand je parle de calme, ça peut tourner dans la tête. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on n'est pas calme, c'est dans le corps que ça se passe. Je ne sais pas où ça se passe pour vous. Moi, ça peut être là où ça se noue. Ça peut être là où ça devient un petit peu plus serré. Ça peut être justement la respiration qui va être un petit peu plus saccadée, un petit peu plus rapide. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire attention à ce qui se passe dans votre corps, mais c'est un indicateur très clair de ce qui est en train de se passer là-haut. Souvent. Donc cette petite pratique de cohérence cardiaque va vous permettre de faire redescendre un petit peu et puis de rééquilibrer un petit peu les systèmes dans votre corps. Et donc de gagner en calme. Et si vous le faites tous les jours, réellement, vous allez commencer à gagner en calme de manière un petit peu plus spontanée. Certains font des pratiques de méditation, des choses comme ça. Moi, depuis que je fais ça tous les jours, vraiment, je vous parlais du garçon en colère qui criait tout le temps. J'ai vraiment fait baisser la pression grâce à ça. Et ça marche. Pourquoi? Ça marche parce que le cerveau, il a ce qu'on appelle une neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est quoi? C'est qu'on peut changer les chemins neuronaux. C'est-à-dire que quand on a été habitué à certains modes de pensée, à certains modes d'action, quand on a été habitué à sourire tout le temps, merci pour l'exemple, eh bien, on va changer ce mode de pensée. Et on va trouver des nouveaux chemins. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se dire, oui, je suis quelqu'un de souriant parce que je suis quelqu'un de positif, mais de temps en temps, eh bien, je n'ai pas envie de sourire. Et je vais dire aux autres que je n'ai pas forcément envie de sourire parce que ce n'est pas une case dans laquelle j'ai envie de me mettre finalement. Elle me convient bien, mais pas tout le temps. Donc les chemins neuronaux, ils vont changer. C'est-à-dire qu'on va changer le mode de fonctionnement. Moi, quand j'étais en colère, je criais. Et à force de faire des pratiques, maintenant, quand je suis en colère, je sais où ça se passe dans mon corps. D'ailleurs, je le dis à mes enfants, dès que je commence à sentir la colère, moi, ça se passe en bas, ça fait une espèce de petit frétillement derrière la tête, je ne sais pas pourquoi. J'ai remarqué que ça faisait ça. Et dès que j'ai ce petit frétillement, c'est que la colère commence à monter. Donc, je le dis. Et là, je commence à être en colère, je le sens ici. Et donc, du coup, en face, comme on m'a déjà entendu crier il y a une dizaine d'années, on sait que ça pourrait générer des cris, mais en tout cas, ça calme. Et puis, ça nous calme, nous, surtout. Donc, ce principe de la cohérence cardiaque, il va vraiment vous aider au quotidien. Et puis, pour prendre du recul et prendre de la distance, il y a un truc super, il y a un truc qui s'appelle la visualisation. On est les seuls animaux à avoir ça, c'est-à-dire qu'on peut se visualiser en train de faire. On peut se voir de l'extérieur en train de faire ce qu'on est en train de faire. On peut avoir un point de vue extérieur à ce qu'on est en train de penser. Et ça, quand on est dans une situation de boulot, par exemple, un petit peu délicate ou un petit peu désagréable, ce n'est pas évident à mettre en place, mais le cerveau est en capacité de le faire, alors utilisons ce truc-là. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez une situation un petit peu désagréable récente au travail? En tête? Pas obligé de me la dire. Vous avez ça? Essayez de prendre une situation désagréable. Si ce n'est pas au travail, prenez une situation en privé. Vous avez ça en tête, tout le monde? Prenez cette situation-là, qui est grave, qui est embêtante et qui vous génère vraiment des pensées négatives, qui vous génère vraiment des choses qui vous énervent, qui vous mettent vraiment dans un état particulier. Vous rendre triste, par exemple. Vous l'avez tous? OK. Donc cette situation-là, on va la prendre et on va se poser ces questions-là. On va se demander, mais sincèrement, c'est vraiment, on va se projeter comme si on était un aborigène qui vit en Amazonie à moitié nu et qui va chercher ses poissons dans la rivière tous les jours. D'accord? On est cet aborigène. Je prends ma situation à laquelle j'étais en train de penser. Que pense cet aborigène de cette situation?
Mettez-vous vraiment dans la peau de l'aborigène, hein, et prenez votre situation. Qu'est-ce que j'en pense? Je suis un aborigène. Ça relativise un peu? Si ça n'a pas suffi, on peut aller chercher une personne du Moyen-Âge. D'accord? Qui vivait dans des conditions légèrement plus compliquées que les nôtres aujourd'hui. Avec un peu moins de confort, peut-être avec un peu plus de soumission, peut-être avec plein de choses qu'on n'a pas aujourd'hui. Vous vous mettez dans la peau de cet habitant du Moyen-Âge qui doit lutter tous les jours peut-être pour sa survie, ou qui doit lutter tous les jours pour manger, que sais-je. Mettez-vous dans sa peau et prenez votre situation. Vous êtes dans la peau du Moyen-Âge, c'est bon? Votre situation, elle en est où? Elle est bien? Elle est intéressante toujours? Et puis dans 10 ans, j'en ai 48, quand j'aurai 58 ans, le fait que ce client-là m'ait mal parlé, qu'est-ce que ça fait? Important? Ma fille, elle n'a pas eu son bac l'année dernière. Je lui ai demandé de se projeter dans 10 ans. T'as 28 ans, qu'est-ce qui se passe? Oh bah, j'en ai plus rien à foutre de mon bac, c'était il y a 10 ans, puis de toute façon, je l'ai repassé l'année d'après, c'était OK. Tout de suite, ça permet de relativiser. Non? Ça vous va? Dans 10 ans, cette situation, elle est devenue quoi? Anecdotique. Une crotte de mouche. Pas grand-chose. En tout cas, pas grand-chose qui va modifier ma vie. Ça va pas changer grand-chose. On est d'accord? Ça y est, on commence à prendre un tout petit peu du recul sur une situation pénible. Mais il faut vraiment faire cet exercice-là. Je vous ai mis l'aborigène, je vous ai mis le Moyen-Âge, on peut prendre autre chose. Dans 10 ans, ça marche bien en général. Parce que le moi d'aujourd'hui, il y a 10 ans, il ne pensait pas du tout les mêmes trucs. Hein. Il y avait des choses qui étaient très très graves pour moi et aujourd'hui, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Et puis, on peut repenser à cette même situation dans la perspective, je vous ai dit que maintenant, j'essayais de devenir un petit peu mon meilleur ami. Avant, c'était vraiment loin d'être le cas. Prenez cet exemple du meilleur ami, vous l'appelez comme vous voulez, l'ange gardien, votre mère. Notre mère est toujours bienveillante avec nous, normalement. On n'a pas eu une mère trop, trop dysfonctionnelle. Bon, il y a certaines mères qui ne sont pas... On est d'accord. Une personne qui vous veut du bien, en tout cas. Prenez votre situation. Qu'est-ce qu'elle va vous dire, votre meilleure copine, sur cette situation? Elle va essayer de vous rassurer? Elle va essayer de nous dire qu'on est peut-être quelqu'un de bien? Elle n'a pas besoin de se prendre autant la tête, que c'est pas si grave. Ouais, elle est en train de faire ça, cette meilleure amie ou cet ange intérieur? Ouais. Ok. On en est où de notre situation gravissime de tout à l'heure? Ça y est, on est mieux? on a fait un petit peu baisser le truc ou pas? Ça marche. Ça, il faut le faire quand on est sorti de l'émotion. Quand on est dans l'émotion, on n'y arrive pas. Hein. Prendre du recul, on est nul pour prendre du recul quand on est dans son émotion. Comme on est nul pour prendre du recul dans son émotion, vivons l'émotion. Ça va être OK. On vit l'émotion et ensuite, on se projette. Dans 10 ans, aborigène, Moyen-Âge ou tout ce qu'on veut d'autre. Vous avez vu comme une situation qui nous paraît gravissime, elle peut vraiment, en un seul coup, comme ça, être balayée. Ça veut vraiment dire qu'on se prend la tête tout le temps. Pour des bêtises. Pas très sympa avec nous-mêmes. Hein. Donc, pour ne pas en faire une affaire personnelle, il faut vraiment prendre du recul et apprendre à prendre du recul. OK, on fait le test. On va regarder ce qui est ou pas mon affaire personnelle. Attention, c'est très difficile comme exercice. Les informations annoncent un tremblement de terre à l'autre bout du monde, pas en France. C'est mon affaire personnelle? Non. Ça ne nous concerne pas. Alors, ça peut nous faire de la peine parce que, etc., c'est embêtant parce qu'il y a des gens qui vont mourir, etc. Et concrètement, c'est pas vraiment mon affaire. Moi, je peux rien y faire, en tout cas. Votre enfant a de mauvais résultats scolaires. Je vous ai dit, ma fille n'a pas eu son bac l'année dernière. Est-ce que c'est mon affaire? Ah, il y a du oui. J'ai entendu du oui. Pourquoi c'est mon affaire personnelle? Parce que? Ah, on peut l'accompagner. Mais est-ce que c'est de notre fait ce qui vient de se passer? Et est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Moi, j'aurais adoré être à côté de ma fille et l'aider à lui souffler les réponses, etc. J'aurais adoré faire ça, mais je ne peux pas faire ça.
Donc ça, c'est pas mon affaire personnelle. Hein. Quand mon gamin il a des mauvais résultats scolaires, c'est emmerdant. On aimerait bien que notre gamin ait des meilleurs résultats. Pourquoi finalement? Pour réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est quoi? Avoir un bon boulot, etc. C'est toute notre méthode à nous. Lui, il va faire son chemin. Avec ses propres valeurs, etc. Moi, ma fille, ça se trouve, elle n'aura jamais son bac. Ah oui, on peut se sentir responsable pour plein de choses. Si on l'a coaché, on a fait le job. Ouais, ouais. Mm. C'est-à-dire se mettre son juge à l'intérieur à fond. J'entends complètement ce que vous dites. Effectivement, on peut s'en vouloir, mais on peut s'en vouloir de tellement de choses. Si vous l'avez déjà aidé à préparer son bac, vous avez fait le job. Supposition. Et oui, et ça va tourner. J'aurais pu l'aider, si je l'avais mieux aidé, si j'avais peut-être machin, etc., ben, il aurait eu son bac. Supposition. Et là, on se prend la tête et on part dans la méthode. Ouais, ouais. Alors, s'il est en échec en mathématiques, déjà, c'est pas de notre fait à nous. C'est dû à sa propre compréhension des mathématiques. Évidemment, en bon parent, ben, on va l'aider. Mais on va voir, on va faire de notre mieux pour l'aider. S'il se plante encore, ben, c'est son business. Moi, ma fille, qui n'ait pas son bac, elle va faire ce qu'elle veut de sa vie. C'est pas moi qui va lui dire, il faut que tu fasses ça de ta vie, il faut que tu deviennes avocate, machin, on s'en fout. C'est sa vie. De toute façon, elle va la mener exactement comme elle voudra. Hein. Vous ne connaissez pas ma fille. Donc, vraiment. Donc, on fait de son mieux. On va aider son enfant. Évidemment, on va aider son enfant. On va faire au mieux, le mettre dans les meilleures conditions, lui donner des cours du soir, etc., s'il faut l'aider en maths. Mais on ne peut pas s'en vouloir éternellement de tout. Ça ne nous concerne pas. Qu'elle va donner aux examens, ben, on ne sera pas là de toute manière. Donc, Votre conjoint, un patron tyrannique, ça nous regarde, c'est notre affaire. Pardon? Ouais, c'est parce que vous les reverrez toutes les phrases dans le book, c'est parce que je commence à avancer. Si vous voulez, alors vous souhaitez améliorer votre hygiène de vie, ça parle de qui? C'est mon affaire ou pas? Ça parle que de moi. On est bien d'accord. Et là, ça me concerne vraiment. Le conjoint qui a un patron tyrannique, à moins de se dire, bah tiens, je vais aller le voir le patron et c'est moi qui vais m'en occuper, etc. J'ai eu ça avec ma femme qui avait vraiment un patron tyrannique qui l'a traité très mal, qui était très misogyne. Ma femme est une grande femme blonde qui a fait beaucoup d'études, etc. Donc elle s'est fait beaucoup maltraiter dans ses boulots. Donc plein de fois, je me suis dit, bah tiens, je vais aller lui casser la gueule parce qu'il est vraiment con. Mais ça sert à rien. C'est pas mon affaire. Et puis c'est elle qui avait décidé de rester dans ce job-là et elle voulait rester dans cette position. Et elle est partie quand elle, ça lui allait. On ne peut pas gérer sa propre vie à soi et gérer la vie des autres. C'est pas possible. Vous envisagez de reprendre vos études? Ah, c'est que moi. Si quelqu'un vous dit, ben non, mais à ton âge, etc. Même pas. C'était un conseil non sollicité. Il y en a des gens qui donnent des conseils non sollicités comme ça tout le temps? Il y en a plein. On ne donne jamais des conseils quand on ne nous l'a pas demandé. La pollution atteint des records. Ça m'a rendu complètement dingue. J'ai passé 15 ans à être un fervent défenseur. J'étais dans des organisations. J'étais dans un truc qui s'appelait Action Rébellion, résistance passive, etc. Vraiment, j'ai tout fait. Je m'en voulais, j'en voulais aux autres de ce qui se passait sur la Terre, etc. C'est mon affaire ou pas? Finalement, on ne sait pas trop ce qui se passe en termes de réchauffement climatique. On ne sait pas si c'est des cycles naturels des planètes, si c'est machin. Il y a plein de scientifiques qui ne sont pas d'accord là-dessus. Donc maintenant, je me dis, je fais ma petite part, etc. Mais j'emmerde plus les gens. Puis je me rends pas dingue parce que la Terre va peut-être mourir un jour. C'est pas ma faute à moi. Hein. Je fais au mieux. Votre enfant a une peine de cœur. Ça fait de la... Ouais. Ah, je reprends toujours ma fille parce que ça a fait rigoler. Elle en a eu plein, des peines de cœur, etc. Bon, on accueille, mais c'est pas mon business. La manière dont elle gère ses affaires de cœur ou ses affaires tout court, c'est comme son bac finalement. Ça me regarde pas tellement. On peut être là. Et par contre, ça ne nous concerne pas. Les parents sont très, très concernés par les affaires de cœur. Elles peuvent même s'en mêler.
800 millions de personnes souffrent de malnutrition dans le monde. Ça peut être un peu cynique de se dire ou je m'en fous, en tout cas, si ça avait dû être réglé, ça aurait été réglé peut-être par les États, par les gouvernements, etc. Mais moi, à mon échelle à moi, c'est... Alors, je peux donner à bouffer au gars qui est devant Auchan et qui est en train de demander une pièce. Je peux faire ça, mais je ne vais pas régler les 800 millions de personnes. Ce n'est pas mon affaire. Aujourd'hui, je me suis... Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, à la limite, je préfère aller dans une asso et puis distribuer de la bouffe. C'est ce que j'ai beaucoup fait à des gens. Voilà. Je fais mon truc, ma part. Est-ce que je peux faire de mieux pour ce truc-là? Mais en tout cas, je ne me prends pas sur mes épaules qu'il y a 800 millions de gens qui... Et c'est pas s'en foutre. C'est le colibri. Voilà. Sur la Terre, maintenant, je fais mon truc. Effectivement, j'ai appris à ne pas prendre de bain, à bouffer bio, etc. C'est mon truc à moi. Mais je ne fais pas plus et je ne prends pas à ma charge et je ne demande pas aux autres de le faire non plus. Avant, je criais sur les gens parce qu'ils ne mangeaient pas bien, parce qu'ils ne jetaient pas les bons déchets. Ça épuise beaucoup, hein. Ça nécessite beaucoup d'énergie. Bon, le congé stressé, on a compris. L'intégrisme religieux qui gagne du terrain, c'est notre affaire, évidemment. Pas du tout. On peut lutter contre les inégalités, etc. Mais dès qu'on se met en lutte, dès qu'on pousse un truc, il y a une force en face. Alors que dès qu'on va avec, ça va un petit peu mieux. Comprendre que nous, l'intégrisme religieux, on n'est pas forcément pour. Les gens seront OK avec ça, mais on n'est pas forcément pour avoir ses propres valeurs et ses idées. On ne va pas lutter contre l'intégrisme religieux qui est en train de monter dans le monde. Ce n'est pas notre affaire. C'est juste ça, ce petit exercice, pour faire vraiment un point, se dire qu'est-ce qui est de mon ressort et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça enlève des charges mentales. Hein. Les enfants, son conjoint, la fin d'un monde, etc. Ça va enlever des charges mentales, vraiment. Et ça va éviter de tourner en boucle sur du négatif. Et enfin, vous pouvez toujours utiliser cette fabuleuse capacité du cerveau qui est la dissociation, c'est-à-dire, comme on a fait avec l'Arborigène et le Moyen-Âge, ça permet vraiment de sortir de son émotion, c'est-à-dire, je suis en train de vivre mon émotion, et quand je commence à me projeter, ça fait un peu descendre la pression. Ça permet aussi de se projeter dans l'émotion de l'autre et de se dire, qu'est-ce qu'il peut être en train de vivre, ce mec qui m'a traité de connard dans sa voiture? Dans quelle émotion il pouvait être à ce moment-là? Il est en retard à son boulot, son chef lui a mis la pression, sa femme l'a embêté ce matin, sa maman a appris qu'elle avait un Alzheimer, j'en sais rien. Et pour mon boss, par exemple, c'est pareil. Pour mon collaborateur, c'est pareil. On ne sait pas ce que vivent les gens. Par contre, si on se projette, on va se dire, peut-être qu'il est en train de vivre ça. Ou ça. En tout cas, il est en train, comme nous, comme chacun des humains, de vivre des choses qui ne sont peut-être pas faciles à vivre. Et se projeter, ça permet justement d'avoir cette empathie-là et de se dire, l'autre, il est aussi en train de vivre des choses comme moi aujourd'hui. Et c'est OK. Donc, ça permet de prendre de la distance, évidemment, de changer d'angle et de gérer beaucoup de situations difficiles. Au boulot, est-ce qu'il y a des situations difficiles ou est-ce que c'est super cool? Est-ce que c'est super simple? Il y en a toujours. Et oui. Parce que comme on disait tout à l'heure, effectivement, la vie pro, la vie perso, moi, j'ai passé des années à penser que c'était quelque chose de très séparé, mais la vie pro, la vie perso, elles sont intriquées complètement. On ramène le perso au boulot et on ramène le boulot à la maison. En tout cas, les états dans lesquels nous mettent ce qui se passe à la maison et ce qui se passe au boulot sont clairement intriqués l'un dans l'autre. La roue des émotions, oui, ça peut nous mettre dans l'agressivité, ça peut nous mettre dans la colère, ça peut nous mettre dans le calme, j'en sais rien. En tout cas, ça peut nous mettre dans toute une palette d'émotions, les situations qu'on va vivre. Et se dissocier va vraiment permettre de faire... Ça y est, on est au bout, c'est ça? Pourtant, je m'étais mis, je suis à 1h24, j'ai encore 6 minutes devant moi. Donc oui, pour se dissocier, ça peut être intéressant de faire ce job-là. Qu'est-ce qui se passerait si j'étais l'interlocuteur en face? Et qu'est-ce qui se passerait si j'étais une personne interne? C'est le même job tout à l'heure qu'avec le Moyen-Âge et l'Arborigène. Toujours essayer de se mettre à la place de l'autre. Sans savoir ce qui va se passer, mais en tout cas faire cette tentative-là. Et regarder ce qui est facile ou moins facile pour moi. Les suppositions, on en fait tous les jours,
et on le disait tout à l'heure, je l'ai dit à madame, supposition. Supposition, c'est ce qui est habitué à faire notre cerveau, c'est-à-dire qu'il va mettre en place un certain nombre d'hypothèses. Et je ne sais pas si vous savez, mais 9 hypothèses que fait notre cerveau sur 10 s'avèrent fausses. Regardez dans votre histoire le nombre de films que vous vous êtes fait sur un certain nombre de situations, ça ne s'est jamais passé comme ça. Jamais. Ou peut-être des fois, parce qu'on a eu un petit peu de chance. Je vous rappelle les 60 000 pensées par jour. Effectivement, ce n'est pas évident. Donc, je vais vous expliquer très rapidement, en 3 minutes, ce concept que j'adore pour essayer de sortir des suppositions, c'est un concept de PNL. La PNL, ça vous parle? Ouais. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Et c'est plein de techniques qui permettent un petit peu de se reconnecter à soi et d'avoir des comportements qui nous vont mieux. La carte et le territoire, c'est un concept tout simple de chacun à son propre bagage. On le disait tout à l'heure, la mitote, etc., tout ce que je vous expliquais, les croyances, ça, chacun a la sienne. Chaque personne ici a sa propre carte du monde. On peut avoir la carte des vins de France, on peut avoir la carte des villages fleuris, on peut avoir la carte des fleuves de France. Elles sont toutes justes ou pas? Oui? Elles sont toutes justes, ces cartes-là. Sauf qu'il n'y en a aucune qui représente vraiment le réel. Et éventuellement, si on mettait toutes les cartes les unes sur les autres, on s'approcherait de quelque chose qui est réel, mais ça ne serait pas encore la réalité. Ce qui signifie que chacun d'entre nous a sa propre carte, avec ses croyances, avec ses manières de penser, avec ses manières de voir le monde. Toutes sont justes. Même les gens qu'on considère comme des tyrans ou comme des salauds, etc., ils ont leur carte du monde. Et elle est cohérente, et elle vaut ce qu'elle vaut. Mais elle n'est pas fausse, c'est une vision du monde. Et ça, se détacher de ce truc-là et de se dire « Ah oui, l'autre a aussi sa vision du monde ». Et ce qui est intéressant, c'est d'aller mettre les lunettes de l'autre et de se dire « Comment on peut penser l'autre personne ?» La dissociation, ça marche bien pour ça. Et pour savoir comment pense l'autre personne, il faut aller poser des questions sur le système. « Ah, toi, tu penses ça comme ça? Comment ça fonctionne? Explique-moi un petit peu. » Et ça permet d'enfiler une nouvelle paire de lunettes qu'on ne connaissait pas. Et plus on va enfiler de paires de lunettes différentes, plus on va avoir une vision un peu vaste du monde, sans rester sur sa propre vision et sur sa propre carte ou sur sa propre paire de lunettes. C'est clair ce truc? Ça marche super bien, franchement. Donc c'est ce qu'on appelle le rêve personnel, la carte. Vous avez compris le lien entre le rêve personnel, la mitote, etc., les croyances et la carte du monde. Elles sont intimement liées. Et puis c'est lié aussi à la domestication. Toutes ces croyances, toutes ces cartes du monde, etc., elles sont arrivées parce que Miguel Ruiz dit qu'on a été domestiqués comme des animaux depuis qu'on est petit. On nous a mis un certain nombre de règles, on nous a donné des choses qui n'étaient pas à nous. Et cette domestication, aujourd'hui, on en fait tous les frais quelque part. Et le jeu, c'est de sortir de cette domestication, donc de sortir de son propre rêve et de savoir quel est le rêve de chacun pour avoir une vision plus large du monde. Donc pour que ça fonctionne bien, on respecte le modèle de l'autre. On se dit qu'il existe. On se dit on a le droit aussi de penser comme l'autre. C'est possible. Il faut bien se souvenir que le corps, ce qui se passe dans mon corps, va influencer ce qui se passe dans ma tête, et inversement. Donc c'est toujours comme ça, un cercle qui se met en place, et pas forcément vertueux. C'est-à-dire que quand on génère des pensées négatives, on va faire des choses dans notre corps, et je vous l'ai dit, ça va avoir des impacts dans l'autre sens. Les mots que nous utilisons ne sont pas forcément les événements et les objets qui représentent. Vous savez, vous connaissez la représentation de la pipe, où il y a marqué en dessous, ceci n'est pas une pipe. Ben non, c'est une représentation d'une pipe. Donc les mots qu'on utilise, c'est juste des représentations, c'est des concepts. La liberté, le temps, etc. C'est que des trucs qui ont été inventés par l'homme, ça n'existe pas vraiment. On est d'accord avec ça? Donc c'est bien prendre conscience que tout ce qu'on a autour de nous, tous les mots, tous les concepts qu'on utilise, ben, pour chacun, ils peuvent être différents. Et enfin, je finis avec comment faire toujours de son mieux. Ben, faire toujours de son mieux. Moi, je suis quelqu'un qui suis très perfectionniste dans le boulot, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour faire les slides d'aujourd'hui, j'ai encore 40 slides derrière parce que j'ai toujours besoin d'en faire plus, etc. Même si je me prends pour un branleur de temps en temps. Donc, vous voyez, il y a les deux aspects qui se combinent. Donc, faire toujours de son mieux, ben, ce n'est pas forcément être à 180%. Faire toujours de son mieux, c'est peut-être aujourd'hui faire 20% parce que je suis triste, parce que je suis malade, parce que je ne suis pas bien, etc.
Je vais faire le mieux que je peux aujourd'hui. Je ne suis pas en forme, bah, je vais bosser un peu au fond de mon lit, etc. Je vais faire le mieux, je vais envoyer quelques mails et ce sera OK. Et je n'ai pas mon juge qui va se mettre en place en mode bah, « t'as rien foutu aujourd'hui ». Et je n'ai pas ma victime qui va se dire « ah bah oui, mais je ne vais pas bien parce que le monde ne va pas bien, parce que, etc. etc. » On va faire de son mieux et on va se respecter. On va respecter ce qui se passe dans le corps. Si on a des émotions, bah moi, si j'apprends juste avant cette conférence que ma mère de 80 ans, elle est atteinte d'une maladie, je ne vais pas être dans le même état mental et physique. Donc, j'aurais quand même donné cette conférence, mais j'aurais fait de mon mieux. C'est peut-être très triste, mais j'aurais pu la faire quand même, peut-être. Ou j'aurais dit, ben, je suis désolé, je peux pas, là, je peux pas. D'accord ? Faire de son mieux, c'est s'écouter. Et faire de son mieux, c'est aussi se garantir derrière de ne pas avoir le petit juge qui va venir nous taper dessus. Ah ben non, de toute façon, j'ai fait de mon mieux, donc je ne peux pas me taper dessus. J'ai fait ce que je pouvais faire dans l'état dans lequel j'étais. L'état mental, dans l'état physique, etc. etc. D'accord ? C'est ça, faire de son mieux. Ce n'est pas très difficile. Mais ce n'est pas se dire, ah, il faut toujours que je fasse 180%. Parce que là, on va se générer vraiment de l'angoisse, clairement. Donc, s'accepter en dessous de 100%, accueillir chaque instant dans lequel on est, parce que toute la journée, ça peut bouger. Hein. Ce n'est pas un jour ou un mois. Non, non, c'est chaque minute, on peut être dans des états différents. Donc, il faut s'accueillir là-dedans tout le temps et être sympa avec soi. Je suis triste, je suis en colère, je suis bien, je suis joyeux, etc. On s'accueille tout le temps. Donc, apprendre à s'écouter vraiment chaque jour et chaque instant, c'est ça, faire toujours de son mieux. Et je vous ai laissé un petit exercice dans le workbook qu'on n'aura pas le temps de faire, mais qui est intéressant, c'est l'exercice des casquettes, vous le verrez. C'est essayer d'analyser. Essayez pas de lire de toute façon parce que vous y voyez rien. C'est essayer de se dire on a tous des casquettes multiples dans la vie. On est papa, on est responsable d'une association, on est manager dans son boulot. On a plein de casquettes. Et là, c'est de se dire quelle est la casquette aujourd'hui qui me coûte le plus de stress et d'angoisse. Est-ce que c'est d'être papa ou maman ? Est-ce que c'est d'être manager d'une équipe de 15 personnes ? Est-ce que c'est j'en sais rien. Cherchons la casquette qui nous met le plus mal à l'aise. En tout cas, qui nous génère le plus de stress, et de se dire, si je baissais un petit peu les curseurs, parce qu'on se dit toujours que les autres attendent plus que ce que... On est toujours en train de s'imaginer des choses sur ce que les gens attendent. Bah, donner le mieux, faire de son mieux à ce moment-là, et de se dire, bah, cette casquette-là, si j'étais pas forcément la meilleure maman du monde, mais une bonne maman, est-ce que ça suffirait ? Ça suffirait juste d'être une bonne maman ? Ouais. Oui. On n'a pas besoin d'être une maman exceptionnelle. C'est pas grave si on n'est pas une maman exceptionnelle. Et on sera encore une meilleure maman justement si on essaye juste d'être une bonne maman. De faire le mieux. Donc faites cet exercice dans le workbook, il est intéressant parce que ça permet de se dire, ok, sur ces trucs-là, je me mets beaucoup la pression. Et si je descendais un curseur, ça changerait la vie d'absolument personne. Vraiment. Mais par contre, ça va changer ma vie à moi. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps sur faire de son mieux. C'est un concept qui est hyper simple, c'est juste se respecter. Et j'en termine, j'ai dépassé de 3 minutes mon temps. Donc pour me réaliser au travail par la voie Toltec, les grands principes que je pourrais vous donner aujourd'hui. Le 1, c'est de s'appuyer toujours sur des faits, être factuel. On ne va pas aller chercher sur de l'émotion, sur ce qu'on aurait imaginé ou sur des jugements qu'on est en train de porter sur la situation. Quand on est factuel, on n'est jamais embêté. Si vous répondez à un mail, si vous êtes factuel et que vous ne donnez pas votre sentiment, on ne vous embêtera jamais. Et vous vous sentirez beaucoup moins embêté aussi. J'écoute l'autre et moi-même, sans jugement et sans interprétation. C'est évident, hein. Ne pas juger, ne pas interpréter ce qui est en train de se passer. Ça veut dire qu'on reste encore une fois factuel. Si je me sens remise en cause, je le dis. Ah, j'ai l'impression qu'avec ton mail, tu es en train de dire que mon travail n'était pas au niveau. Est-ce que je me trompe ? Ah ben non, c'est pas du tout ce que je disais. Je disais juste que ce truc-là n'était pas fait. Ah bon, ça parlait pas de moi en fait. On exprime et comme ça, on sort tout de suite la colère, l'énervement et tout ce qui pourrait aller avec. J'accueille mes limites, parce qu'on a tous des limites. On n'est pas des surhommes ou des surfemmes, on n'est pas des super-héros. Ces limites-là, il faut se dire, je suis OK. Je ne peux pas aller au-delà aujourd'hui. Ou je peux aller au-delà et je vais être super bon. Mais tout est OK. Quand on a des limites, on les accueille et on va bien vivre avec.
Et on ne se tape pas dessus parce qu'on a des limites. Si j'ai des doutes et que je fais des suppositions, ce qui n'arrive strictement jamais certainement, ben je l'exprime aussi. Parce qu'en fait, une supposition, pour la dézinguer, il suffit de poser des questions. Est-ce que quand tu ne m'as pas dit bonjour ce matin, c'est parce que tu me faisais la gueule? Je ne te faisais pas la gueule, là, je venais d'apprendre que... Ah bon, d'accord. Ah, ça ne me concernait pas, mais tout ne tourne pas autour de moi, en fait. C'est compliqué. Et enfin, j'essaie de comprendre le point de vue de l'autre, c'est l'histoire des cartes, des lunettes. C'est de se dire, bah, je ne suis pas tout seul à avoir tout ça dans ma tête, etc. L'autre fonctionne exactement de la même manière, c'est un humain. Moi, quand j'allais voir des clients, concrètement, bah, j'ai essayé de me mettre en face d'un humain et pas juste en face d'un client qui allait pouvoir me décrocher un contrat. La personne qui est en face, bah, si elle est comme ci ou comme ça, si elle fait la tête ou si elle se comporte de telle manière, de manière hautaine ou je ne sais quoi, ça ne me concerne pas. Ça concerne sa vie et il faut essayer de comprendre l'autre. De dire qu'est-ce qu'il a pu vivre pour se comporter comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas. Et enfin, ce que nous propose Miguel Ruiz. Alors, vous ne le voyez pas, parce que ce n'est pas écrit dans la bonne couleur. Les Toltecs, ça voulait dire artiste. Ça voulait dire à la fois bâtisseur et à la fois artiste. Et ce qu'il nous propose, c'est de devenir l'artiste de notre propre vie. Il n'y a rien à attendre de la vie, il y a juste à la vivre. Devenez l'artiste de votre propre vie et surtout, soyez sympa avec vous-même. Faites de votre mieux, mais n'essayez pas d'appliquer tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. N'essayez pas de l'appliquer ce soir. Dites-vous, bah tiens, je vais essayer de faire un pas dans un truc qui m'a particulièrement marqué aujourd'hui. Je vais essayer aujourd'hui de faire un tout petit pas. On n'est pas aujourd'hui obligé de faire tous les pas vers les 4 ou les 5 accords Toltec. Ce n'est pas nécessaire. Donc faites un petit pas chaque jour et vous allez voir que votre vie a commencé à se transformer de manière drastique et réelle. Merci à tous. Pour vos partages et pour vos astuces qui vont nous permettre de nous sentir bien dans notre quotidien. Avant de partir, si vous le souhaitez, il y a un petit workbook avec des petits exercices pratiques aussi et des rappels sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Et encore toutes nos excuses aussi pour les personnes qui sont à distance et qui ont rencontré des problèmes techniques au niveau du son. On espère que le replay fonctionnera bien. En tout cas, je mettrai le replay dans la journée sur le comptoir. Merci à tous. Bonne journée. Merci.